B, les autorisations d'aménager. Grand B, les autorisations d'aménager. L'article L 421-2 du Code de l'urbanisme pose le principe que les travaux, installations et aménagements, je cite, travaux, installations et aménagements, sont soumises par principe à permis d'aménager. L'article L 421-5 prévoit, lui, 5 raisons générales qui permettent au permis d'aménager d'être remplacé soit par une déclaration préalable, soit par une absence de procédure. Vous avez compris la logique d'ensemble. Dans les permis d'aménager, normalement, c'est plutôt le permis qui est la règle générale. On verra qu'il y a une nuance. Ces éléments sont évidemment repris aux articles réglementaires avec, là encore, toute une série de listes qui déterminent toutes les petites hypothèses. Ce sont des articles qui sont absolument ennuyeux à lire et ça n'est pas fait pour ça. Il faut être objectif, ces articles sont des références et bien souvent on utilisera des hypothèses principales, les différents petits cas ne serviront que de temps en temps. Ils servent principalement aux instructeurs des permis de construire qui vont savoir bien mieux, et puis à force facilement par cœur, l'ensemble de ces dizaines et dizaines d'hypothèses. Au sein de ce permis d'aménager, dont je vous ai dit qu'il reprenait de nombreuses autorisations antérieures parmi les 15 qui existaient, eh bien, on peut distinguer deux grandes catégories qui concentrent la plupart des autorisations antérieures. La première catégorie, c'est le lotissement. Le lotissement a un droit à part, car il n'y a pas d'hypothèse dans lesquelles le lotissement est soumis à aucune procédure. Il va donc falloir le définir spécifiquement et savoir dans quelle hypothèse il y a une déclaration préalable et dans quelles hypothèses il y a un permis. Et puis, l'autre cas, c'est véritablement le permis d'aménager fourre-tout, dans lequel on aura des procédures aussi diverses que les autorisations de camping, nombreuses sortes de campings différents, les mobil-homes eux-mêmes séparés des campings, les séparations des terrains, les murs, toutes ces autorisations, toutes ces hypothèses vont se retrouver concentrées dans les trois hypothèses possibles, un permis, une déclaration préalable ou aucune procédure. Les lotissements, pour revenir à eux, sont définis de manière diverse. Et cette définition du lotissement a même fait l'objet d'une évolution importante en 2007 avec la réforme. Avant 2007, c'était une définition que l'on peut qualifier en 4 dimensions. Puisque, non content d'avoir les 3 dimensions habituelles, eh bien il fallait rajouter le temps. En effet, le lotissement était une division de terrain en vue de construire, deux principales conditions, division de terrain en vue de construire, qui calculait le nombre de divisions sur 10 ans glissants. On regardait les 10 années qui précédaient une demande, et si à un moment, sur les 10 années d'avant, on arrivait à une troisième division du terrain pour construire, eh bien, il fallait un permis spécial qu'on appelait autorisation de lotir. Donc une chose assez difficile à voir, s'il y avait bien eu 3 divisions, mais que la première avait été faite 11 ans avant la dernière demande, alors il n'y avait pas d'autorisation de lotir. Il fallait que dans les 10 ans précédents, il y ait eu 3 divisions. Soit un cas dans lequel on divise en 3, 4 ou 5 fois, soit 3 fois une division, soit toute autre façon de faire 3 divisions en 10 ans. Vous voyez, une définition en 4 dimensions, un petit peu compliquée à gérer. Et puis avec une obligation de mémoire de la part de la commune qui devait se souvenir de quel terrain avait été divisé dans les 10 dernières années. La réforme de 2007 apporte une nouvelle définition qui n'a aucun élément temporel, celle-ci. On va considérer qu'il y a lotissement dès qu'il y a une première division pour construire. Dès que l'on divise un terrain pour construire, alors il y aura lotissement. Ce qui va changer, c'est cependant le régime du lotissement, puisque une seule division pour construire crée un lotissement, mais tous les lotissements ne sont pas soumis à la même procédure. Les lotissements les plus simples, on verra lesquels, sont soumis à déclaration préalable. Les lotissements les plus compliqués sont soumis à permis d'aménager. Voilà.
Donc, on va multiplier les hypothèses de lotissement. Il y aura plus de lotissements puisque une seule division suffit à qualifier de lotissement. Mais on va éventuellement simplifier les procédures pour les petits lotissements avec une simple déclaration préalable et non pas toujours un permis d'aménager qui ressemble à l'autorisation de lotir qu'il y avait auparavant. Petite précision, la définition ne nécessite pas de division en propriété. La division pour construire peut très bien être ce qu'on appelle une division en jouissance. Prenons un exemple simple. Des parents sont propriétaires d'un terrain et ils autorisent leurs enfants à construire la maison dessus. Ils ne leur vendent pas l'assiette de la construction, ils ne leur vendent pas le terrain, ils autorisent simplement l'enfant à construire dessus. Eh bien, le droit va considérer qu'il y a une division du terrain en jouissance et que dès la première distinction, il y aura lotissement. Il y a lotissement dès qu'il y a division pour construire, y compris lorsque cette division n'est pas en propriété, mais simplement en jouissance. Attention, malgré tout, l'obligation de diviser pour construire reste un élément essentiel de la définition du lotissement. Comment ensuite distinguer les hypothèses de lotissement dans lesquelles il y aura obligation de déclaration préalable et celles dans lesquelles il y aura obligation de permis d'aménager? Eh bien, sont soumis à permis les lotissements qui ont des espaces communs. Dès qu'il y a des espaces communs, il faut un permis d'aménager pour ces lotissements. A l'inverse, ne sont soumis qu'à déclaration préalable les lotissements qui ne créent pas de lien entre les copropriétaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace commun lorsque le lotissement est constitué. Par exemple, si un terrain longe une route, chacun pourra avoir son entrée sur la route et le terrain qui a été divisé en plusieurs ne constitue pas d'espace commun. En revanche, si le terrain est plus profond et qu'il faut une route propre au lotissement pour rejoindre les différentes parcelles, eh bien dans ce cas, cette route constituera un élément commun à tous les lots et donc dans ce cas-là, il faudra un permis d'aménager. Prenons ces hypothèses plus globalement. Les travaux, installations et aménagements sont parfois soumis à permis d'aménager. On vient de le dire, c'est le cas lorsque les lotissements prévoient la création de voies, d'espaces et d'équipements communs. Globalement, les lotissements qui ont des parties communes lorsque l'on est en droit de la copropriété. C'est le cas aussi des lotissements qui n'ont pas d'espace commun, mais qui sont dans des secteurs sauvegardés. C'est l'article L 421-19 du Code de l'urbanisme qui prévoit ces hypothèses. C'est enfin des hypothèses comme les campings de plus de 20 personnes, 6 tentes, caravanes ou mobil-homes. Les campings qui commencent à avoir une importance certaine. Il y a ensuite des cas dans lesquels les travaux, installations et aménagements ne sont soumis qu'à déclaration préalable. Alors, ce sont des hypothèses qui, assez classiquement, vous avez compris la logique, sont de moins grande taille. On va par exemple avoir des lotissements qui n'ont pas d'espace commun. À part les hypothèses où on longe une route, on voit que nécessairement ce sont des lotissements plus petits, ce n'est pas un grand champ qui a été transformé en une vingtaine de maisons. Dans ces cas-là, on a pratiquement toujours des espaces communs. Ce sont des petits lotissements, des petites divisions de terrain qui peuvent n'être soumis qu'à déclaration préalable. L'idée n'est pas leur taille, mais l'idée est qu'au-delà d'une certaine taille, il y a toujours des espaces communs ou des voies dans les lotissements. La deuxième hypothèse, ce sont les campings de moindre importance, en dessous de 20 personnes, en dessous de 6 tentes, caravanes ou mobil-homes. On va aussi avoir les travaux effectués dans les communes qui suppriment les éléments d'intérêt patrimonial ou paysager définis comme tels au PLU. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des travaux qui portent atteinte à des choses protégées dans le PLU, alors il va y avoir une obligation de déclaration préalable. Enfin, cela va regrouper aussi les cas d'exhaussement et d'affouillement. Qu'est-ce que cela veut dire? Exhaussement, c'est quand on fait un tas de terre, un monticule, ou qu'on rehausse un terrain. Les affouillements, c'est quand on creuse un terrain, quand on fait un trou, ou quand on aplanit le terrain par le bas. Eh bien, ces exhaussements ou affouillements de plus de 2 mètres de haut de profondeur, sur une superficie de plus de 100 mètres carrés et en dessous de 100 hectares, sont soumis à simple déclaration préalable. Cette déclaration, cependant, n'a pas à être faite si les travaux sont
des éléments d'une nouvelle construction qui, elle, a été soumise à permis de construire. C'est logique, l'administration ne va pas, là, sur cette fois-là, vérifier 2 fois, puisque c'est de l'affouillement pour un simple travaux. Je vous rappelle, à l'inverse, que dans un lotissement, lorsque le lotissement a été autorisé, c'est-à-dire le fait de faire tous les lots et de leur mettre à chacun des compteurs, etc., a été autorisé par un permis d'aménager, chaque construction fera l'objet d'un permis de construire à part. La seule nuance à cela est que l'on peut poser dès le départ un permis d'aménager valant permis de construire. Ce sera alors un très gros document, une très grosse demande de permis qui vaudra à la fois pour l'aménagement avec des parties communes et pour la construction de chacune des maisons sur le terrain. Ces gros permis d'aménager valant permis de construire sont souvent demandés par des gros promoteurs qui font un lotissement dans son ensemble, c'est-à-dire qu'à la fois ils lotissent et ils construisent des maisons à peu près identiques comme cela se fait de temps en temps. Passons maintenant à un grand C, les permis de démolir. Grand C, les permis de démolir. Démolir fait partie du droit de propriété. Dans la définition du droit de propriété, vous le savez, il y a l'usus, le fructus et l'abusus. Et bien précisément, l'abusus, cette composante du droit de propriété, permet notamment de détruire son propre bien. Le principe aujourd'hui, en droit de l'urbanisme, est une absence de formalisme pour démolir. Il n'y a pas, a priori, de demande de permis de démolir à faire sur le principe. Une des spécificités, je vous l'ai dit au début de ce cours, c'est qu'il n'y a pas d'hypothèse de déclaration préalable de démolir. Il n'y a que, par exception, une liste de cas dans lesquels il faudra des permis de démolir, dans des hypothèses réduites par exception. Faisons d'abord un point sur ce que c'est qu'une démolition au sens du droit de l'urbanisme. Qu'est-ce que c'est que démolir? Le texte de l'article R421-26 du Code de l'urbanisme ne prévoit en réalité pas seulement la démolition. Il va un peu plus loin, il a une vision un peu plus large. Il dit qu'il faut parfois un permis de démolir lorsque les travaux rendent inutilisable tout ou partie d'une construction. La définition est donc large. Il ne faut pas tout démolir, mais rendre inutilisable toute ou une partie d'une construction. La jurisprudence est même encore allée plus loin. Dans un arrêt du Conseil d'État du 14 mars 2014, société Alpanga, ALPANGA, 14 mars 2014, société Alpanga, numéro 359 847, le Conseil d'État a apporté la définition la plus récente. Il a estimé que le permis de démolir était requis pour des, je cite, travaux impliquant la démolition totale d'un bâtiment ou la démolition d'une partie substantielle de celui-ci et le rendant inutilisable. Travaux impliquant la démolition totale d'un bâtiment ou la démolition d'une partie substantielle de celui-ci, le rendant inutilisable. La démolition de ruines peut aussi imposer un permis, même en l'absence de toit. Dès lors qu'il y a encore les murs et les pignons qui sont dressés, que l'ensemble est en mauvais état mais n'est pas encore complètement écroulé, eh bien il va falloir un permis de démolir. C'est ce qu'a imposé le tribunal administratif de Toulouse dans un arrêt du 28 novembre 1996, Madame Pallas. À Toulouse, 28 novembre 1996, Madame Pallas. Au départ, 2 raisons ont poussé à créer cette institution qui est le permis de démolir. La première, c'est la loi du 31 décembre 1913. Cette loi du 31 décembre 1913 est fondamentale, c'est la loi sur les monuments historiques. Cette loi prévoit que certains monuments ne peuvent être détruits qu'après en avoir demandé l'autorisation. Vous comprenez là qu'il s'agit de la première protection du monument historique, interdire leur destruction. Avant même de devoir les rénover, les réhabiliter, il faut au moins empêcher qu'ils soient détruits. Donc, cette destruction irrémédiable des monuments historiques peut être interdite par l'administration, puisque dès lors que quelqu'un veut détruire un monument historique, il doit en demander l'autorisation. La seconde raison, le second texte en réalité qui a mis en place une obligation de permis de démolir, correspond à ce qu'on appelle les baux de 1945. Ces baux de 1945 sont des baux
issu d'une ordonnance numéro 45-2394 du 11 octobre 1945 intitulée « Crise du logement ». Ordonnance du 11 octobre 1945, crise du logement. En effet, après la guerre et les destructions, certaines parties de la nation nécessitent que l'on trouve des habitations pour tout le monde. Les baux de 1945 ont donc été créés pour garantir l'habitat aux gens, garantir qu'ils peuvent rester dans les murs dans cette situation de détresse sociale dans laquelle beaucoup sont à la sortie de la guerre. Ces baux sont extrêmement attentatoires aux droits de propriété. En effet, les locataires bénéficiant de ces baux de 1945, les baux issus de cette loi crise du logement, ne peuvent pas être renvoyés de leur appartement. Et le loyer qui leur est imposé est un loyer stable. Il n'évolue pas. La contrepartie pour le propriétaire est qu'il n'a pas à faire de travaux à l'intérieur de la maison. Mais néanmoins, les loyers n'évoluent pas et on ne peut pas renvoyer les gens. 40 ans plus tard, certains étaient encore sous ces baux de 1945, avec des loyers qui s'étaient payés comme en 1945, quelques francs tout simplement. Et certains propriétaires se sont dit, notamment à Paris, mais financièrement, j'aurais intérêt à détruire ces immeubles pour en faire reconstruire un, plutôt que de conserver mes locataires qui ne payent rien. Cette loi a évité que ces abus arrivent. Et par conséquent, le propriétaire qui voulait démolir un immeuble dans lequel il y avait des loyers de 1945 ne pouvait le faire qu'après une autorisation, c'est-à-dire après, en quelque sorte, un permis de démolir. Aujourd'hui, les hypothèses ne sont plus exactement celles-là. On a maintenu deux articles qui obligent à un permis de démolir. Le premier, c'est l'article R421-27. R421-27 qui permet à un conseil municipal de déterminer dans la ville des zones dans lesquelles le permis de démolir est requis. L'idée derrière cet article R421-27 est de contrôler la destruction de vieilles maisons de centre-ville. Non pas forcément des vieilles maisons qui sont des monuments historiques, des choses très protégées. C'est en réalité une protection faible, mais une protection qui permet de maintenir l'aspect historique du centre-ville, le PLU pouvant par ailleurs obliger à construire à l'identique. Et donc, lorsqu'il l'oblige à construire à l'identique, il va aussi contrôler qu'on ne détruise pas la maison telle qu'elle était au départ. C'est les dispositions de l'article R421-27. Viennent ensuite les hypothèses de l'article R421-28. Il s'agit là des immeubles aux abords des monuments historiques, dans les sites patrimoniaux, qui là sont obligatoirement soumis à permis de démolir. On retrouve l'idée qui prévalait en 1913, on ne peut pas démolir des immeubles qui sont des monuments historiques ou aux abords des monuments historiques. Cependant, il y a des tempéraments à l'article R421-29. Cet article prévoit que le permis de démolir n'est pas requis lorsque le projet est couvert par le secret de la défense nationale ou lorsque le bâtiment doit être détruit en fin de compte parce qu'il menace ruine ou qu'il est insalubre. Voilà pour ce qui concerne les cas dans lesquels il y a une obligation de permis de démolir.